Dear participants, thank you for connecting to today's webinar on complementary feeding in emergencies. We will take a minute for other participants to connect. We will start right after. Thank you for being on time. Okay, so we're going to start now. So welcome again to all the participants who are joining to our last webinar of the Infant and Young Child Feeding in Emergencies for Latin America and the Caribbean. Today's session will be focused on complementary feeding in emergencies. Next slide, please. So today we have simultaneous interpretation. If you want to hear or to change the language, please click on the icon interpretation available at the bottom of the screen. Chers participants, merci de vous être joints à nous ce matin pour la dernière session de la série de webinaires sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant en situation d'urgence, préparée spécifiquement pour l'Amérique latine et les Caraïbes. La session d'aujourd'hui sera présentée en anglais, mais nous avons un service de traduction simultanée en français. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Interprétation » en bas de l'écran et choisir la langue de votre préférence, dans ce cas-ci le français. Merci et bon webinaire. I'm going to now continue in English. So next slide, please. Diapo suivante. Donc aujourd'hui, nous avons une équipe de modérateurs. Donc, si vous nous avez rejoint précédemment, vous voyez que moi, je suis Beth Pouch, je suis spécialiste en nutrition. Je travaille au bureau régional de l'UNICEF pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Et nous avons également Patricia Dominguez, qui est également consultante en nutrition et qui travaille dans le même bureau. Et puis, nous avons Andrea Garcia, qui est conseiller senior. Et elle travaille pour Save the Children. On a Diana Albino Pene, qui est responsable de santé et nutrition pour l'UNICEF au Brésil. On a une étude de cas pour qui s'applique au Brésil. Bienvenue. Et puis, on peut compter sur le soutien technique de Sanya Segridge, qui travaille de Technical Alliance et qui nous apporte tout son soutien. Diapo suivante. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est organisé de façon conjointe par le Bureau conjoint d'Amérique latine, par Technical Alliance, et c'est une initiative qui doit profiter à toutes les populations pour améliorer la qualité de la nutrition et être prêt pour la nutrition en cas d'urgence et d'apporter du support technique. Nous avons également des donateurs que vous voyez ici. Diapo suivante. Comme je l'ai déjà dit au début, aujourd'hui c'est le dernier webinaire de sa série et nous allons nous concentrer sur la façon de soutenir l'alimentation complémentaire en cas d'urgence pour les enfants de 6 à 23 mois dans les situations d'urgence. Donc, pourquoi est-ce que se concentre sur les 2 premières années de la vie? Parce que c'est une période très vulnérable. Le système, chez les jeunes enfants, le système immunitaire des jeunes enfants n'est pas tout à fait développé. Et puis, en plus, ces 2 premières années de vie sont une période de croissance physique très rapide et de développement mental accéléré. Et c'est une opportunité unique pour développer la santé et l'intelligence pour toute la vie. Le cerveau
grandit plus vite qu'à n'importe quelle période de la vie. Et c'est donc la bonne époque, le bon moment pour donner tout ce qu'il faut pour l'enfant, pour nourrir les cerveaux. Donc la nutrition correcte et les soins pendant cette période influencent pour savoir si un enfant va survivre, en particulier en conditions d'urgence, et ses capacités à grandir, à apprendre et à sortir de la pauvreté. Donc, tout cela, ça contribue à la société, à la santé, la stabilité, la prospérité à long terme. Et c'est la fondation du développement de la santé de l'enfant pendant toute sa vie. Et là, nous avons que les pratiques d'alimentation sont des défis en situation d'urgence. On voit qu'en situation d'urgence, on a des populations qui sont déplacées, les services de base sont interrompus, donc il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de vie, de style de vie, il n'y a plus de possibilité de gagner sa vie, il y a des accès limités à la nourriture, il y a la perte de revenus, vraiment les situations de santé, d'hygiène qui est perturbée. Et ça compromet évidemment toute l'alimentation, la santé et les pratiques. Et ça compromet également le régime suivi par un enfant, ça augmente le risque de diarrhée et présente un plus grand risque de maladies infectieuses. Et évidemment, au bout du compte, on retrouve la malnutrition et qui mène à la santé, à la mort. Les objectifs de cette série de webinaires, c'est de renforcer les compétences et les connaissances techniques concernant l'alimentation des enfants, les organisations appliquées dans les réponses aux situations d'urgence en Amérique latine et aux Caraïbes. L'audience ciblée, ce sont les institutions gouvernementales, les ONG, toutes les plateformes de coordination en situation d'urgence, les organes des Nations Unies. Et on a de différents formats, on a différentes sections. On a des sections pourquoi, quoi et comment. Pourquoi, c'est pour expliquer les liens entre l'intervention et la pratique. Promis, quoi, c'est aller entrer en profondeur dans les pratiques. Et comment, c'est pour expliquer les étapes pour apprendre pendant une situation d'urgence et dans les réponses aux situations d'urgence. Aujourd'hui, à nouveau, il s'agit d'alimentation complémentaire dans une situation d'urgence. Ici, on explique ce que c'est que l'alimentation complémentaire et quelles sont les pratiques actuellement en Amérique latine et dans les Caraïbes, quelle est la période et quels sont les défis rencontrés dans une situation d'urgence et comment cette alimentation complémentaire peut être soutenue en cas d'urgence. Et on a une étude de cas venant du Brésil. Donc, je vais donner la parole à Patricia Dominguez qui va expliquer ce qu'est l'alimentation complémentaire. Merci beaucoup, Yvette. Good morning, thanks Bonjour. for joining us today. I will start with some key concepts about Ah, complementary on feeding. va commencer par ce qu'est l'alimentation complémentaire. Complementary feeding is a process to introduce food C'est un from the age processus of 6 pour months when breast introduire milk de la is not nourriture longer différente sufficient à to partir de fulfill 6 the mois quand requirements of the child. I l'allaitement would ne like suffit to pas pour highlight l'enfant. the complementary feeding is a process that On va includes essayer, different c'est un aspects, processus qui a frequency, différents aspects quantity, quality of et food, concernant la but also quantité, the relationship la between caregivers pertinence and et children, également la or relation entre les responsive humains et les feeding. enfants. Et The la early, réponse late, or est, inadequate introduction of complementary food il y in a the child des at first interruptions for et no longer pour properly l'enfant, grow, ce as n'est well pas as of suffering malnutrition and other et qui souffrent nutritional de deficiencies. malnutrition et d'autres During déficiences emergencies, de nutrition. IYCF En cas practices d'urgence, have more barriers than in normal il y a context situation, des valeurs and in qui sont emergencies, the goal différentes is et en guaranteed situation fundamental d'urgence, humanitarian l'objectif c'est principles, de no remplacer harm and save lives l'alimentation immediately, pour also donner à manger prevent aux enfants malnutrition. pour éviter qu'ils Next, puissent please. souffrir de malnutrition par des compléments alimentaires. What should children C'est ce que les what enfants should doivent children eat? manger en fait. Basically, the food that Donc au départ, c'est how to fill the essentiellement, nutrition euh, gap after 6 months. donc That include c'est breast également milk, des enfants fibers qui and sont allaités, nutrient-dense ça c'est foods, l'idéal. Et ensuite, il y a food rich in des aliments qui sont différents et un peu plus solides, micronutrients like solides, minerals, zinc,
Et ensuite, on a des aliments qui proviennent des animaux, des fruits et des légumes, et on a des aliments fortifiés et des vitamines, des minéraux. Quelle nourriture doit être évitée? Donc, il faut évidemment éviter les sucres. Ça, c'est un point clé parce que ce qu'il ne faut pas manger. Donc, on va parler de ce point-là dans la diapo suivante. En ce qui concerne la diversité utilisée, donc il y a des choses qui sont inadéquates et donc on a toute une certaine diversité parce que les enfants ont besoin de prendre des aliments de ces 8 groupes en fait. Et vous voyez dans la diapo, et vous voyez que le groupe clé, c'est quand même le lait maternel. Et ce sont des recommandations internationales. On a des groupes, 5 ou 8 groupes recommandés. Donc ça, c'est un résumé des lignes directrices pour expliquer. Donc il faut introduire les nourritures un peu plus solides après 6 mois. Et puis ensuite, il faut des préparations. On voit que vous avez les différentes choses qu'on peut donner à un enfant pendant et après la maladie. En ce qui concerne la chronologie, après 6 mois, un enfant peut commencer à manger autre chose que juste le lait maternel. Donc, ça va de 6 mois à 1 an, parce que c'est là que le système doit recevoir d'autres aliments non traités. Il faut nourrir les enfants et l'enfant commence à absorber autre chose que juste du lait. Donc ici, on parle de quelque chose qui est adéquat. Donc, ça doit être adéquat. C'est pas uniquement le type de nourriture, mais c'est également la fréquence, le montant, la consistance et la diversité. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour l'enfant et son développement. Donc, il faut savoir comment est-ce qu'on lui donne de la nourriture, etc. Il faut vraiment qu'on introduise tout ça en fonction de l'âge de l'enfant pour éviter des problèmes et promouvoir la croissance. En ce qui concerne la fréquence, donc ça dépend bien entendu de l'enfant, si l'enfant est allaité ou pas. Donc pour les enfants qui sont allaités, il faudrait au moins deux repas à partir de 6 mois et au moins 3 repas à partir de l'âge de 9 mois. Et pour les enfants qui ne sont pas allaités, il faut qu'ils soient nourris 4 fois par jour. En ce qui concerne la quantité doit augmenter évidemment à partir de l'âge, à partir de 6 mois, on dit juste quelques cuillères à soupe, et puis toute une tasse à partir de... Non, il doit manger une tasse complète à l'âge de 2 ans. Donc, la consistance de la nourriture, c'est que quand c'est approprié, il faut que l'enfant puisse consommer à partir de 12 ans, mais il faut que ce soit écrasé, il faut que ce soit semi-solide, et il faut qu'il sache manger ça à partir de 12 mois, et de 6 à 9 mois, ça doit être un peu style porridge et assez mou. Et de 9 mois à 12 mois, ça doit être des aliments solides, mais coupés en très petits morceaux. Et après jusqu'à l'âge de 24 mois, il faut manger un peu plus des aliments un peu plus solides.
hygiene and safe water are critical to L'hygiène, prevent c'est quelque diseases, chose qui doit especially être during très emergencies. important, en And this particulier is dans les to situations require close d'urgence. collaboration with Et other voilà, il sectors, faut travailler en like étroite WASH, for collaboration example. avec d'autres Meals secteurs. should be prepared Les repas and doivent filled être with clean hands and préparés dishes, et ils served with doivent être safe administrés drinking avec des water, mains, forcément and des mains stored safely away propres, from any des cause of assiettes propres, contamination, tous les ustensiles doivent at être an propres. appropriate Et temperature. il faut que ce soit à la This is température key to appropriée et puis protect que ce health soit in this de l'eau critical propre. Ça, context. c'est très, très Next, important dans ces please. situations critiques. Responsive feeding is Alors, a key part la façon de of nourrir un enfant complementary de feeding façon and refers to the ability of positive, caregiver to c'est notice, quelque chose de understand, clé. and respond Et donc, properly to child's il faut challenge savoir in comment a timely and comprendre proper manner. et il faut que ce soit Consider fait en the moment fonction of eating is a space of de learning and love, l'appétit. Donc, not ça, just c'est to un espace food. pour We d'apprentissage always et, consider mealtimes et c'est as toujours, il learning faut moments that considérer help develop child's le moment skills. où l'enfant peut apprendre, etc. Responsive feeding Donc, has four il faut stages. vraiment répondre de The façon child is signals possible. for hunger or L'enfant doit, satiety. il faut que The caregivers quand recognize l'enfant the a faim, il faut signals. lui The donner à caregivers manger responds appropriately. jusqu'à ce qu'il ait The mangé à child satiété, mais il experiences faut savoir caregiver reconnaître response. tout ça et il Some of the faut child penser à lui donner à signs of manger. fulfillment Et are certains enfants, to the hell away from the food, refuse donc, food, or eat slowly. parfois un And enfant it is refuse la important nourriture, mais il peut y the aller child doucement. shows Et il signs est of important fulfillment. Do not force de, him to eat and wait de- for the next il meal faut, time. il faut pas forcer Responsive l'enfant à feeding manger, il faut teach attendre le baby prochain to repas. Et, self-regulate, maintain jusqu'à ce que l'enfant arrive à se order, régler and lui-même over nutrition. en fonction de son repas, de sa Next, faim. please. Feeding during and after illness. Donc, This is a nourrir pendant point et après la maladie, so c'est important un during point qui est emergencies. très important en cas Consider de that the situation context, d'urgence, parce que vu le in many contexte, cases, dans the de childs nombreux are cas, si les sick. enfants sont Sick malades, children regularly, they have little on voit appetite. des And enfants the ne- recommendation for parents qui ne is to veulent plus give rien a prendre. small Les amount of food, recommandations, c'est de leur donner de petites frequency, quantités, more mais frequency, très souvent, patience, plus and souvent que d'habitude. a lot of love. Encourage the Et mother puis, to bien feed sûr, il faut les slowly, with encourager, patience, and challenge the child to eat, il faut beaucoup but de without patience forcing. parce qu'il ne faut In pas le this forcer. context, Dans ce the contexte, key is the la, increase la clé, c'est le fait the times or the c'est meal times, d'augmenter but in less le temps quantity réel, if the mais child dans cette requires. quantité, Next, si please. l'enfant le prend ou pas. About En ce qui monitoring, concerne le suivi, la surveillance, en fait, these are some key là, vous some key voyez indicators about des IYCS indicateurs practices. clés, And the key is the mais c'est la minimum pratique qui acceptable vous aide. values that include quantity, Et minimum meal ça frequency, indique and la quality with quantité, la minimum diet fréquence, diversity. et en fonction de l'âge et la This is diversité également. important to Ça, c'est important. to have a follow-up during an Il est emergency important and de in normal suivre context, en cas because dans un contexte measuring en situation quality d'urgence, parce of que the mesurer diet la for quantité, children. c'est Next, important pour les please. enfants. There are some special recommendations for Et il y a children des recommandations not spécifiques breastfed, pour les and enfants qui ne this sont pas include allaités. Et extra water, ça for which comprend, il peut leur in donner un essential peu fatty plus acids d'eau and chaque iron, jour. and Et milk and par complement par temps formulas chaud and ou par temps très chaud, il This faut is aller the jusqu'à general 4 ou 6 recommendations tasses. to Ce sont les recommandations générales, fulfill the requirements. mais ça, ça doit répondre aux demandes Next, d'un please. enfant. Diapo suivante. This is a point that requires a Ça, special c'est un attention. point qui demande une attention plus What should be particulière avoided? et Food high in des choses sugar, qu'il faut salt, and éviter. unsaturated fats, Il faut pas and leur donner white because this des inadequate graisses saturées parce que le foods corps ne peut pas lutter. can't Parce qu'un enfant ne peut pas, un jeune establish enfant ne peut long pas lifelong absorber, preference digérer and tout contribute ça. to overweight and Et obesity. Inadequate level of
Donc, sugar il and faut pas healthy qu'il y ait fat, and trop de also sucre, trop de some sel, parce commercial que, ou des foods graisses qui sont for pas de bonnes children. graisses, ça peut And entraîner beaucoup de finally, problèmes. Et pour finir, next please. diapo suivante. The counseling is Et là, on part a of des complementation conseils, et ça fait interventions. partie, c'est The très important counseling is important to des provide conseils so that sur caregivers know l'alimentation how to help complémentaire. their children C'est très following the important parce recommendations. qu'il It is faut an permettre les iterative process to recommandations. heart and help the C'est mothers un to address un any processus challenge qui va aider les feeding mères à the traiter babies. toutes les difficultés qu'elles And rencontrent. this Et is uh, this is important to c'est c'est okay. important. This is the important points C'est that les about points importants give a complementary package donc, of complementary qui feeding donnent includes un ensemble de choses, foods de and conseils. counsel. Donc, il faut, Thank you on for a your à la fois la attention. nourriture et à la fois Thanks, Yvette. les conseils. Merci beaucoup. Merci Yvette. Thank you, Patty. Merci Patty. Okay, so now we're Donc, gonna maintenant, go to the on next va session. passer à la session suivante. Donc, quelles sont les pratiques actuelles quand on parle de nourriture complémentaire? Ici, on peut voir le pourcentage d'enfants de 6 à 23 mois qui sont nourris avec des aliments, des nutriments qui sont bien nécessaires, qui viennent des animaux. Ce qu'on peut dire, c'est que 30% des enfants de 6 à 23 mois dans cette région ne sont pas nourris avec, ne reçoivent pas les nutriments dont ils ont absolument besoin, qui proviennent de sources animales. Et 20% de ces enfants de 6 à 23 mois dans la région ne reçoivent pas de fruits ni de légumes. Donc, quand on ne leur donne pas tout ça, les enfants, il leur manque quelque chose forcément, comme le fer, du zinc, les vitamines A, qui sont vraiment nécessaires pour leur croissance. Ce qu'on voit ici, c'est le pourcentage d'enfants qui mangent au moins 5 ou des aliments provenant de 5 ou 8 groupes. Donc là, vous voyez les différents pays et vous voyez les différents pourcentages selon les pays dans cette région. Et 60% reçoivent des aliments minimum. Et c'est en dessous de la moyenne mondiale. Et c'est un pourcentage, vous voyez que parfois on a un pourcentage supérieur, comme on voit à Haïti. À Haïti, on voit qu'il y a 90% des enfants, 19% des enfants qui touchent le minimum. Et on voit les différents pourcentages dans les différents pays. Et parce qu'il y a une grande diversité dans la région et c'est le Pérou qui domine avec 83%. Et donc ça montre que les enfants mangent mieux. 2 sur 5 enfants ne mangent pas de nourriture, des aliments qui proviennent du nombre minimum de groupes alimentaires. Et là, dans la diapo suivante, on a les résultats avec le pourcentage des enfants qui ont des régimes qui ne sont pas du tout diversifiés. Donc, ce que vous voyez là, c'est les enfants bleus, les enfants de 6 à 11 mois, en tout, les enfants de 12 à 23 mois. Donc, les enfants de 6 à 11 mois, on voit que la diversité n'est pas terrible, alors que les enfants de 12 à 23 mois, c'est quand même plus varié. Donc, en façon générale, les enfants de 6 à 11 mois, les enfants n'ont pas de régime très diversifié par rapport aux enfants de 12 à 23 mois. Donc ça, c'est une diapo qui montre également la même chose, mais présentée de façon différente. Ce qu'on voit ici, c'est que seuls 46% sont nourris de façon très diversifiée entre 6 et 11 mois. Mais les enfants, quand ils deviennent plus âgés,
on voit que donc on voit que les régimes changent légèrement et les enfants reçoivent plus de nutriments qui leur permettent de grandir. Ce qu'on montre ici, c'est les défis que rencontrent les familles qui ont des faibles revenus. Et c'est une étude mondiale, c'est pas uniquement spécifique à la région, mais donc notre région a aussi été prise en compte pour cette étude. Les familles, en particulier celles qui ont des faibles revenus, luttent pour trouver des accès et ne peuvent pas se permettre des aliments, des bons aliments pour leurs jeunes enfants. Parce que c'est cher, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et puis ensuite, on voit la disponibilité et les préférences, les connaissances, le soutien des familles, et ensuite l'accès et l'emploi joue aussi un rôle. Sur cette diapo, on voit également des résultats mondiaux que les enfants reçoivent, même avant l'âge de 6 mois, reçoivent des aliments traités. Et là, on voit que les aliments, les compléments alimentaires jouent également un rôle, mais également la qualité des aliments introduits et également que ça n'est pas d'une bonne qualité du tout. Et là, on est différents groupes de nourriture traitée, et ça, c'est également un défi qu'il faut prendre en compte. Donc, pourquoi est-ce que la période d'aliments complémentaires est importante? Parce que, comme je l'ai dit au début de cette présentation, la période de 6 mois, etc., est une période critique de la vie de l'enfant, parce que avec plus d'1 million de connexions neurologiques, on voit qu'ils se forment toutes les secondes, et la taille augmente de 75% pendant cette période, et le poids quadruple. Et donc, pour cet âge, pour ce groupe d'âge, il faut absolument nourrir. L'enfant, c'est très élevé comme nécessaire. Et un enfant qui n'a pas le ventre plein a besoin de traitement. Et ce qu'on voit ici, c'est que les enfants entre 6 mois et 2 ans ont plus de besoins en nutriments par kilo que à n'importe quelle période de leur vie. Donc, c'est un stade très, très important qui peut impacter le développement total de l'enfant. Ici, ce qu'on voit, c'est les stades d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, ainsi que les nutriments. On voit qu'à 6 mois, l'allaitement n'est plus quelque chose d'essentiel. Et on voit qu'au début, c'était uniquement l'allaitement, et puis on voit qu'à 6 mois, ça change un peu. Le message clé ici, c'est que les compléments alimentaires commencent à 6 mois. L'allaitement joue toujours un rôle important dans l'alimentation des enfants. C'est ce qu'on voit ici en blanc. Et donc, il ne faudrait jamais oublier le soutien à l'allaitement, même quand on a commencé autrement. Diapo suivante. Ce qu'on voit ici, sur cette carte, c'est la différence qui existe entre les différents nutriments qui commencent à l'âge de 6 mois. Par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est que l'énergie qui est nécessaire pour chaque groupe, et on voit qu'avant 6 mois, l'énergie apportée par le lait maternel est suffisante. Mais à partir de 6 mois, on voit que ça commence à manquer, et que ce manque d'énergie augmente au fur et à mesure que l'enfant grandit. Ça, c'est pour l'énergie, c'est-à-dire que il faut complémenter avec des aliments solides. Et on voit un scénario similaire pour le fer. Avant 6 mois, on voit que le fer absorbé
Dans le lait maternel suffit, et il y contribue, il n'y en a pas beaucoup, et on voit qu'à partir de 6 mois, on voit que il y a un énorme manque dans le fer. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que c'est très important d'apporter du fer dans la nourriture de l'enfant. Il faut lui donner des aliments supplémentaires. À nouveau, ce qu'on voit un scénario similaire, donc avec cette fois-ci concernant la vitamine A. Donc avant l'âge de 6 mois, il y a suffisamment de vitamine A qui sont apportées. Mais on voit ici, en blanc, qu'il faut remplir ce manque avec des fruits et des légumes. Et à partir de 12 mois, on voit un résumé d'énergie, de protéines, de fer et de vitamine A, et on voit le pourcentage d'énergie qui manque, et il faut contribuer, et parce qu'il faut compléter tout cela, et à nouveau, il faut aller plus loin et apporter ces vitamines. Donc ici, on voit que c'est quelque chose ce sont des choses qui sont vraiment des gâchis et des choses qui ne vont pas. Et les principales causes sont la quantité inadéquate de nourriture, la diversité inadéquate et des pratiques d'alimentation. Il faut regarder et écouter ce que l'enfant mange, et il y a plus d'infections. Ici, ce qu'on voit, c'est un aperçu global. Ce n'est pas spécifique à la région, mais ça prend cette région en compte également. Et ce qu'on voit ici, en rouge, c'est que voit que les choses augmentent considérablement entre 6 mois et 13 mois, et 23 mois, pardon. Et on voit que les différences commencent à exister de plus en plus et à être de plus en plus présentes. Et ce qu'on voit, que plus de la moitié des enfants qui gâchent et qui ne touchent pas les choses avant 2 ans. Et ça, on voit que c'est très important, que ça augmente avec l'âge. On a d'autres conséquences dans les pratiques inadéquates d'alimentation. On voit l'absence de nutriments nécessaires. Donc l'enfant se développe lentement, il a plus de risques de malnutrition, de maladie, il a des problèmes digestifs, il n'a plus des facteurs qui le protègent que quand il était allaité par sa mère. Et on a des risques d'aspiration comme la pneumonie, l'asphyxie. Et tout ça, c'est associé à une épaisseur à la consistance de la nourriture. Je vais donner la parole à Andrea qui va présenter les défis que posent les nutriments complémentaires dans les situations d'urgence. Merci Yvette. Donc, maintenant, on va parler des défis dans les situations d'urgence. Diapo suivante. Donc, on a des obstacles aux pratiques recommandées pendant les situations d'urgence. Par exemple, peu de connaissances des croyances traditionnelles qui vont dans le sens contraire. On n'a pas forcément accès à la nourriture, on a l'absence d'équipements et de lieux pour préparer de façon avec toute l'hygiène. On n'a pas forcément d'environnement d'hygiène. On n'a pas accès forcément à l'eau, puis on touche des aliments qui sont traités, et puis on a des problèmes de contraintes de temps, le stress et des accès limités aux produits pour les enfants qui souffrent d'un. En ce qui concerne le problème des donations, elles peuvent aller à l'encontre des pratiques de complémentaires d'alimentation parce qu'elles ne répondent pas forcément, ces aliments ne répondent pas forcément à ce qui est nécessaire. Parfois, elles n'ont pas les normes, et parfois, on a des exigences qui sont dans les codes qui ne correspondent pas. La diapo suivante.
Alexandre, il faut nous rappeler que le Code international de marketing pour les substituts des maternelles, le code s'applique toujours en cas d'urgence, plus particulièrement la résolution du WHA. Et parfois, on a des promotions inappropriées pour les enfants et les jeunes. Donc, on a également des résultats du groupe qui a revu les alimentations complémentaires en cas d'urgence. Ils ont trouvé que les facteurs qui affectent la mise en œuvre sont la coordination et le leadership, une évaluation doit être faite, le financement des fournitures d'aliments, la préparation et puis les limites qui sont perçues par les partenaires dans le programme. Donc, dans la coordination et le leadership, il y a des problèmes entre la coordination au niveau régional et du niveau national et des organisations. Et il y a des décisions d'intervenir pour inclure l'évaluation des besoins, le financement. Il faut traiter il faut avoir un package financier holistique d'intervention qui comprend la santé, la sécurité des aliments et tout n'a pas toujours été possible. Donc, les fournitures, il faut savoir que la provision de résine diversité, c'est un défi dans la préparation et on a identifié un problème et un obstacle pour obtenir des réponses efficaces et efficientes dans une situation d'urgence. Les partenaires ne savaient pas vraiment ce qui constitue un programme d'intervention efficace et ils n'ont pas assez d'informations pour apporter ce qu'il faut dans les situations d'urgence. Il a aussi été trouvé qu'il y a des politiques et des lignes directrices existantes, mais la plupart se concentrent sur le lait maternel et les substituts. Il n'y a pas forcément de guide qui s'appuie sur les aliments complémentaires. La dissémination de ces documents au personnel de santé et de nutrition de la part du gouvernement et des personnels des GMP, y compris le GMP national, mais c'est quelque chose qui manquait, même si les guides, les lignes directrices existent. Et il faut absolument avoir des lignes directrices plus précises pour savoir comment les faire passer dans la pratique dans les situations d'urgence. Donc là, on va voir comment les aliments complémentaires peuvent être soutenus pendant les situations d'urgence. Et donc, parmi ça, on comprend le fait d'avoir de l'éducation et des sessions de prise de conscience pour distribuer la nourriture et tout le temps que les gens doivent attendre avant qu'on s'occupe d'eux. Et les changements de comportement, les capacités pour résoudre les problèmes de mère à mère et les groupes de soins, y compris des démonstrations et des conseils de la part des soignants. Il faut aussi fournir des aliments qui sont renforcés en nutriments, multiples, surtout pour les enfants de 6 à 23 mois. Ces compléments, il faut vraiment avoir une participation supplémentaire. Et il y a des programmes qui se concentrent sur la nourriture et pour essayer d'améliorer la nourriture, les aliments pour les enfants de 6 à 23 mois. Et on peut avoir de l'argent, de l'aide en nourriture, de jardinage, etc. Conformément au guide opérationnel sur l'alimentation en cas d'urgence, on va considérer tout ce qui peut être fait pour améliorer le régime des enfants pendant une période où on rajoute des aliments solides. Ici, ce qu'on voit, c'est les actions stratégiques qui ont été faites par le système, par exemple dans le système alimentaire, le système de santé, le système ROS et le système de protection sociale. Pour répondre aux besoins des complémentaires, d'alimentation complémentaire,
Il faut d'abord identifier les moteurs principaux, par exemple l'accès aux aliments adéquats, aux services et aux pratiques. Il faut également concevoir une réponse, le système, contextualiser la réponse pour maximiser les résultats et bien entendu coordonner pour avoir les réponses, coordonner pour avoir les réponses. Il faut également comprendre le contexte qui est différent dans les cas d'urgence soudaine qui sont différents de la migration ou bien des changements qui viennent peu à peu. Donc, les facteurs contextuels doivent être pris en compte quand on apporte une assistance. Là, on a des exemples comme l'acceptabilité par groupe, l'accès aux fuel, aux instruments et aux installations, et également l'accès à l'eau propre pour boire et pour préparer les aliments, etc. Donc, n'oubliez pas qu'il ne faut pas envoyer ou accepter des dons de nourriture complémentaire en cas d'urgence. Donc, on peut peut-être avoir besoin d'utiliser des aliments complémentaires qui sont produits commercialement. Il faut s'assurer qu'ils répondent aux normes minimales. Il faut se rapporter aux lignes directrices internationales concernant la formulation, les formules des aliments. Il faut également s'assurer que les normes minimales soient vraiment satisfaites dans les normes spécifiques au pays, selon le cas. Et là, il note qu'il faut les aliments thérapeutiques prêts à utiliser ne sont pas appropriés dans ce cas-là. Donc ici, on veut vous montrer un exemple récent de la crise en Ukraine où on a donné des guides concernant l'organisation de l'alimentation des enfants de 6 mois à 2 ans dans ce contexte spécifique. Il y a de nombreuses sections importantes, comme par exemple, vous voyez la décision 3, où on voit ce qu'il faut prendre en compte dans cette décision d'aide et d'options de modalités d'alimentation selon ce qui était ce à quoi on pouvait avoir accès, la mobilité, l'accès au marché, les équipements, etc. Donc, ils ont également ces lignes directrices sur combien doit être fourni, et ça varie selon les groupes de 6 à 11 mois ou de 12 mois à 2 ans. Ils donnent aussi un avertissement de ce qu'il ne faut pas inclure, par exemple les lieux en poudre, etc. La suivante. Et ils expliquent également quels sont les messages clés à faire passer. Par exemple, les informations sur la nourriture fournie, à qui elle s'adresse, quelle est ce qu'elle contient, comment la préparer. Dans le cas où les personnes n'ont pas l'habitude ou c'est de la nourriture emballée, comment garder les paquets, les conteneurs, les restes et comment la servir. Et, on peut, toutes ces informations doivent être fournies dans la langue que les gens peuvent comprendre et avec des termes non techniques et simples. Et il mentionne également ce qu'on peut rajouter et qui peut être nécessaire, parce qu'on a vu dans cette présentation, nourrir, ce n'est pas uniquement avec des aliments. Et le guide donne des informations sur les services disponibles et également il contient des détails. Il comprend des choses nécessaires comme les conseils, le nombre d'enfants, l'éligibilité et le nombre d'articles, etc. Donc, très brièvement, concernant la préparation, il faut des différentes sections. Par exemple, dans la coordination et la communication, ce qui est important, c'est des groupes de coordination de nutrition pour élaborer des plans et des actions sur l'alimentation en cas d'urgence. Et on a également une version concernant les communications dans les premiers temps et également la nécessité d'éviter les donations et également le soutien
pour les pratiques UYCF, pour l'analyse de la situation d'identification des besoins. Il faut adapter les outils, les questionnaires pour évaluer les besoins et le contexte pour, pour aider. Et dans la planification des réponses, ça dépend du type de réponse qu'on va avoir. On peut commencer à identifier ceux qui peuvent localement nous apporter de la nourriture pour des approvisionnements locaux. Il faut vérifier la disponibilité des lieux ou des équipements au niveau national et vérifier la viabilité des produits génériques ou sans marque avec une instruction très facile à comprendre dans la langue locale. On peut aussi rédiger la possibilité d'une réponse selon le contexte et il ne faut pas stocker de la nourriture en cas d'urgence parce que on n'a pas une seule réponse en cas d'urgence et il faut évaluer et ensuite seulement on peut seulement décider quel genre de réponse on va apporter. Finir, donc, il faut s'assurer que le personnel appliqué ait la capacité d'évaluer, de gérer la chaîne de fourniture et les conseils. Les institutions doivent être appuyées sur la communauté et il faut qu'il y ait des évaluations et qu'ils sachent comment apporter les nécessaires de conseils. Et il faut également élaborer des documents d'information sur ce type d'alimentation. Et puis maintenant, on va écouter Diana et une étude de cas remarquable. À vous, Diana. Thanks. Hi everyone. Merci. I'm Bonjour tout le Diana. monde. Je I'm suis the Health Diana. and Nutrition Officer here in Je Roraima, suis Brazil. responsable And today I'm going to share with de you the l'alimentation experience au that we Brésil et had je on vais partager complementary avec vous feeding une emergencies expérience qu'on a eue development and pilot project here in Roraima, quand Brazil. on a So développé we developed a project des called refuges. Supporting the Ce Health Feeding projet of Children était le aged soutien 0 to de la 24 months nourriture living de in bonne refugee santé aux shelters in enfants Brazil. jusqu'à 24 And mois why qui we vivaient included dans les since abris, dans les age 0, refuges, etc. au Brésil, it's because we also l'âge de considered 0 here mois, parce in qu'on our considère project the également dans pregnant notre and étude breastfeeding women, que les femmes, considering the importance of que les femmes qui counseling étaient enceintes and ou health qui feeding allaitaient on this avaient group as besoin well. également de So conseils et we pouvaient also rentrer dans included ce groupe pregnant and également. breastfeeding women. Et c'est pour ça qu'on commence à l'introduire. So as you may know, Donc, Brazil is a big comme vous le country, savez, le and Brésil you est un know that énorme we pays have 10 et zone office, nous 10 avons UNICEF zone offices in Brazil, and un Roraima is bureau one de of them. l'UNICEF au And Brésil et je Roraima is travaille the dans les state deux. in the border Et with Venezuela. nous avons So Roraima is the main la entrance porte of d'entrée Venezuelan vers le migrants and Venezuela refugees et in c'est de Brazil. là que les And migrants du we have Venezuela arrivent. Et nous UNICEF avons officer here since des 2018, bureaux exactly because of the UNICEF qui migration crisis in coordonnent the region. So les problèmes parce que UNICEF nous avons des implemented this crises dans office la to deal with région this et emergency. nous avons mis en In œuvre ces Roraima, we services have pour refugees and migrants traiter ces living problèmes. inside shelters and outside Dans cette shelters. région, We nous avons currently des have 10 migrants shelters qui in vivent, Roraima, nous and avons we 3 on refuges en average fait, we have 3 7,000 abris. people living inside shelters nowadays. Nous We avons also have a lot of people ils living sont très outside occupés shelters. et nous And avons our également response des is refuges ailleurs. basically to provide Et notre réponse services est inside essentiellement de shelters. fournir On des health and services nutrition, we dans are ces providing endroits basically et primary nous, healthcare nous leur services, apportons including également nutrition, des services conducted de by premiers community health soins, de workers, nutrition, que nutritionists, nous avons and des nurses. nutritionnistes, And des on infirmiers, des nutrition, infirmières nutritionists and et health les nutrition monitors nutritionnistes provide the et ceux qui nutritional suivent evaluations, de près ce qui se passe micronutrient donnent des supplementation, conseils, the apportent identification suivent le of mécanisme d'identification malnourished de cases, la referral treatment, malnutrition and et so des on. enfants qui ont des So, problèmes. and also Et, since 2020, we et, are et also ce qu'on a supporting également, local health facilities, également exactly because we are des trying to centres de reach people soins living locaux outside et nous shelters. People essayons are living outside de shelters in toucher tout le informal monde, settlements, in les the enfants qui streets, vivent in dans les rues pregnant également houses. et So we try to support n'ont pas local health beaucoup d'enfants, on facilities to essaie de increase the soutenir capacity, et so d'augmenter also la to increase the capacité access of pour, migrants and et ça c'est les refugees réponses to par the rapport aux migrants et aux local health réfugiés et services. par les In services Brazil, sociaux que shelters nous are avons au managed Brésil. by Ministry of Citizenship,
on voit que les abris et les refuges sont gérés par le ministère de la Citoyenneté, le Haut Commissariat aux réfugiés et des partenaires. On parle, il y a des branches, il y a l'éducation qui est apportée, etc. En moyenne, les gens restent à peu près 4 mois, mais ils peuvent rester plus longtemps selon leur situation, et en particulier les peuples autochtones, parce qu'on en a beaucoup, parce que les peuples autochtones peuvent rester pendant 1 an, voire plus. C'est une réponse relativement compliquée, et les peuples autochtones, c'est encore plus compliqué pour eux, parce que la société est assez raciste, et, et c'est pour ça qu'on a dû trouver d'autres solutions pour eux. Juste pour, je ne sais pas si vous avez une idée de notre situation, on vous apporte quelques données. Entre janvier et juin 2, nous avons identifié là où la ville de Boavista est située juste à la frontière, et on avait 2,7% souffrent de malnutrition sévère, et 17,3% ne grandissaient pas. Et dans les abris, on a l'armée brésilienne qui réussit, des gens qui vivent dans les abris, et quand on voit cette situation, on observe que le Brésil, que les enfants ne mangent pas forcément, n'ont pas forcément de 3 repas par jour, et on voit que les enfants ne reçoivent pas ne reçoivent pas en fait les repas qui sont nécessaires, et spécifiquement, et on voit que et tout ça, ça a causé des situations où les enfants rejettent les repas, et où les enfants sont pas forcément bien nourris, et entre les repas, et on a un problème, et il a fallu trouver une solution, et avec d'autres solutions, et c'est pour cette raison que on a ce problème. Donc, ce projet, on voit que dans ce projet, il faut apporter la nourriture, et apporter des aliments qui soient moins chers, et avoir ce processus pour créer cette solution. Et les enfants n'ont pas forcément et on a décidé de créer cette situation, et les soignants, ce processus pour les enfants, et on y arrive. Et les enfants sont, on a des problèmes. So that's why we proposed this project. The project was developed by UNICEF Brazil in partnership with Avisi as implementing partner and CREM. And also the project was funded by PRN. So the first step was to adapt community kitchens that we had inside shelters. So we bought equipment, some kitchen utensils and others. So we could have places adapted to workshops that will promote to the caregivers. So we started by listening, by dealing with the caregivers exactly to have an idea of their perceptions on the complementary feeding of their children. So specifically for this project, also we hired
team because we had already our team dealing with the population inside shelters, but we decided for this project to have a special team. So we hired a coordinator, two nutritionists, and two nutritional technicians. We developed their group and in a group of up to 10 caregivers, and each group attended a total of 5 meetings. The workshops were theoretical and practical, and that's why we did it inside the community kitchens. And we also applied pre and post tests to access their previous knowledge, their previous expectations, and also the impact of the workshops in their knowledge after the classes. The workshops were focused on first 1,000 days of a child, the importance of this period, as I already saw during these workshops today, on breastfeeding, food introduction, and the food guidance for Brazilian children under 2 years old. We have a protocol, a guidance, a Brazilian guidance that you also use as material during the workshops. And we finalize it with a great meal shared by all of the participants. And in each workshop, we also worked on a gift, a symbolic gift, so they could concretize the class, you know. We conducted these workshops in very practical dynamics, as I said, with the creation of these symbolic craft works, moments of relaxation, moments of meditation, mindfulness, and also to create this environment, this peaceful environment inside the shelter. It's a very busy dynamic, and we are trying to create a different environment so they could really be more concentrated in this important team. We also had a really special moment of a sensorial workshop with the children, in which we presented to them the foods, and we also presented the foods in different textures, colors, smells, so that we could stimulate their senses. And it was very special also to observe the caregivers' reactions, because for some of them it was the first time that their children were having contact with different foods. So it was very special and emotional moment for them as well. We also did a partnership with a private organization to develop a professional course on safe food handling practices. So for the ones, for the caregivers interested, we provided this opportunity so they could do this course and receive a certificate, and they could look for jobs in restaurants, bars, and so on. And it was also a way to facilitate their integration in Brazil, and also to create more interested in this team their workshops and so on. We also develop workshops to health professionals, focus on health professionals, because we observed also a gap of knowledge, especially in the first 1,000 days, the importance of the first 1,000 days in the health professionals. So we also provided a special workshop focused on health professionals. And in total, we had 159 caregivers participating in the 5 meetings of the workshops, and 99 in the professional trainings on safe food handling practices. Hello? With all this data collected, all this information collected, we developed a model. Hello? Of alternative model of Hello, Roland. Can I provision of please have a healthy book? food inside the shelters, especially to this group of children aged 6 to 24 months. So we are trying to provide an alternative, a healthier alternative, in a model in which they could have access to more diversity, consider the 8 food groups that we also saw today, and so on. So the focus was to straighten a food system to respond to the nutritional needs of young children in fragile settings in emergency.
So a consultant did a map and designed a network of potential local. I cannot enter. So we mapped small farmers, markers. Also, we did contact with social programs that already inside the Brazilian public policies to collect ideas and opportunities and alternatives. We also did interviews with representatives of some institutions exactly to engage them with the importance of complementary feeding for these children. So here we can see a list of the type of organizations that we contacted. So in our network, we had farmers associations, university, private organizations, the municipalities, the Secretary of Agriculture and Social Assistance, and also the operation itself. We had this opportunity to get them of their involvement in the management of the community kitchens, meaning that they would have more responsibilities, they would have they engaged in the activities inside the community kitchens. So we would like of the if they would accept or not of their perception on this. I just sorry. So after the interviews, the results showed that almost 90% of them would like to use the shelter's kitchen to prepare food for their children. 90.4% stated they would accept additional responsibility like cleaning the spaces, etc., and distributing meals. Um, from this group, 53% of caregivers have more than 3 children, and 41% were single mothers, and 45.8% have no one to stay with their children during the activities. So these were the profile of our caregivers in general. So we developed a model based on also their willing to contribute and to participate. In this model, each caregivers would have responsibilities in the kitchen to prepare the meals based on the classes they had in the workshops for cleaning the space, and the activities would be would have a rotation among them exactly to not overwhelm any of them. And you also would have supervision of one nutritionist and one logistic technician. So would have we make sure of the quality of the activities and also to be safe for the children. We also developed a local community system composed by caregivers and focus on exactly the importance of the complementary feeding. And so it was also a matter and a way to, one extra way to engage them in this such important theme as a complementary feeding. So we also did a financial assessment, and we concluded that the final cost of this alternative model would be $1.5 per child per day, meaning 40% lower than the current cost. So we proved that our alternative model will be cheaper than the current model being implemented
that will be implemented inside shelters and that would not be effective regarding the complementary feeding for infant feeding. So we proved that our alternative model would be better in all the ways, not just nutritional, considering the nutritional status, but also in economic way. So lessons learned, we learned that first of all, complementary feeding in emergencies must be prioritized, but must have attention from managers and so on. Must receive attention for all the reasons that we also saw today. And it's possible to propose and it's possible to have a positive economic legacy of the migration crisis. And we also learned that people want to be involved in their children care. So the inclusion of caregivers in the co-management of the community kitchens, in the decisions of the food, the preparation, uh, all the matters related to the food that their children would receive during this period was very important, because we saw that they were losing autonomy, and we should create a manner to empower them, and exactly they could have more autonomy to make decisions, and they could also have more moments with their children to create more emotional bonds, and also to feel more related to their children, considering all the disruptions that the migration crisis can cause. So we, through this project, we observed that we are talking about complementary feeding, but we are actually touching in many things like important in all the health attention related to children. You know, the time and the kind of the quality of time that caregivers have with their children. Instead of just receiving ready meals, they would have time with their children. They would make decisions for them, and they would also feel more included in the process of health of their children. The sensorial workshops were really special, because we saw the power of this contact between children and food. We also had a good experience with the professional training, because caregivers felt really engaged, and also they felt like having an opportunity, a job opportunity, not just learning something important for their lives, but also having the opportunity to be integrated in the job market. And we also had a really special time in the intersectoral approach of this project, considering the WASH themes, the education and health intersectoral intervention. So as key messages, we would like to highlight the potential of this organization of the network, including food producers and suppliers from the region, and the opportunity and the possibility to provide higher quality and lower cost food inside the shelters. In the context of emergencies and humanitarian crisis, it's really important to support adequate complementary feeding practices and consider the cultural specificities. So each group has different needs, and sometimes they have really cultural differences relating the country they are arriving in. So we have to be sensible to this difference and to make sure that the cultural specificities will be considered. And also, as I already said, the importance of the participation of beneficiaries in nutrition activities. So they are willing to participate, but sometimes they are not asked to. And we are not creating, sometimes they're not creating opportunities to it. So we observed that
through this project, as I already said, they could be included, they could participate, they felt engaged, and they also demonstrated more responsibility related to their children. So that's all. Thank you very much. You're also available to any doubts that you may have, not just here in the Q&A session, but after that I can also share my contact so we can make sure that our doubts will be clarified. Thank you very much. Thank you, Diana. In fact, we have some questions for you here in the questions and answer box. And the first would be, was this facility accessible 7 days per week? Yes. In this model, we created a kind of calendar to cover all 7 days and to make sure that the caregivers would have the responsibility also during the weekends. Of course, our team were not working during the weekends. They're working from Monday to Friday, but we'd have not just the caregivers responsible for the community kitchen we are talking about during the weekend, but also the local committee was very important to this to monitor and to follow the activities that were happening inside these spaces during the weekends. Thank you very much. And another one, was the kitchen staff financially compensated? Not the caregivers. The caregivers were engaged like as volunteers, right? And the team were a nutritionist and a logistic technician. Yes, they were hired by our implementing partner. But this was the special, I think, also the special point of this project, because caregivers were willing to participate. They wanted to be involved, and they are not asking for any financially compensation for this. They were willing to participate in the process of the complementary feeding for their children. Thank you very much, Diana. It was really interesting, and thanks for sharing with us all this experience. And now we are going to have more questions and answers, maybe not related with this case study, but with the information related to complementary feeding. We have here, for example, should serving sizes be considered to know if the nutrient requirement is met? Yvette, can you help us answering this question? Yes, of course. Thank you. Thank you very much, Lily, for the question. Actually, I saw several questions going on the same direction about the serving sizes, so the amounts being provided. Actually, the amounts and serving sizes need to be increased gradually. So it will start with a few spoonfuls at 6 months, then gradually increase to half a cup, 3/4 of a cup, and a cup arriving to 2 years of age. Now, it's also important to follow the child's lead, meaning, even if these are recommendations of amounts, of serving sizes, it is important not to force feed the child, but to really follow his or her hunger and satiety cues. So they will know the amount of food they need. Well, you mentioned also requirements, nutrient requirements. I think the most important part here to really cover nutrient requirements is dietary diversity. So it's really to feed at least 5 food groups out of the 8 groups to be able to cover the nutrient requirements. So yeah, this is what I would say. I hope it answers the question. Thank you very much, Yvette. And I would like to
read these other questions that you have already answered in the Q&A box, but I think it's interesting. It's the one related to the suggestion of examples of animal food suitable to start with, and your opinion on using cow milk in case of low-income families between 6 and 8 months. Okay, yeah, thank you. Thank you for that. So yeah, that was Sherry's question. So, I mean, animal foods can be, yeah, I mean, again, eggs, fish, meat, chicken, dairy. These are all examples. So, and these have been shown to be suitable for complementary food. Regarding cow's milk, actually, you're asking specifically from the age between 6 and 8 months. And from the age of 6 months, breast milk is still a very important part of children's diet, specifically in this age. So we would suggest to continue breastfeeding if the mother is breastfeeding, given that breast milk is the safest option in resource-constrained settings. So if there are difficulties regarding breastfeeding, I think the family, well, the recommendation would be that the family seeks breastfeeding support. If the mother is not breastfeeding, so alternative feeding should be sought. So as we have seen in the previous webinar, we should explore different options. So, I mean, can be a relactation. So really supporting the mother to relactate if she has stopped. Another option is wet nursing. So maybe find another woman willing to breastfeed the child. Although this is maybe a controversial practice in specific countries. So it should be acceptable to the mother and the family. If there's possibility of donor human milk, and infant formula should be sought as a last resort. We have also seen that in emergency situation, powdered infant formula is extremely dangerous because of how it can be prepared, for example, due to lack of potable water. So it can bring a lot of risks. So this is why full cow's milk is a safer option from the age of 6 months than powdered infant formula. So I hope this replies to the question. Thank you very much, Yvette. If I can say a little comment about the animal source foods, we can say that the egg is a really, really good option because it provides more than just proteins, for example. We can find there also iron and vitamin A. And of course that it is going to be cheaper than the other options. In field, we have heard that meat, fish, and the other products may be expensive. So that's why we offer this option about the egg, because it's cheap and it's very nutritious. Thank you. And now, as I cannot find more questions here in the Q&A box, maybe we can reply the sprinkles one. Okay, yes, if you want. It is, what are sprinkles on the line about micronutrient supplements? Okay, so the sprinkle is just a common name for multiple micronutrient powders that these are used for home food fortification. So they are intended to increase vitamin, and mineral intake in infants and young children, in general between 6 to 23 months, so our vulnerable group. But it can also be used with other age groups. Here we can see from preschool and school age children, ages age 2 to 12 years. So yeah, it's just a common name of multiple micronutrient powders. So a sachet with powders that we put in, for example, in a porridge, that it should be well, let's say, mixed.
and then provided to the child. Then I think we have a comment regarding, well, it's not in the Q&A, but it's regarding the right. So in the English-speaking Caribbean, uses a 6-food group system that still incorporates the 8 groups identified. It is true countries have different food-based dietary guidelines using different food groups. Some countries have more groups than others. What is important to really, let's say, monitor, if you want to monitor the minimum dietary diversity in children, is to use the methodology proposed by WHO and the food groups proposed by WHO. So I think there is an issue in having, let's say, different food groups. It's simply a way we can evaluate dietary diversity that is being proposed by WHO. Thank you very much, Yvette, for that. We received another question, for infants who are older than 6 months and are displaying signs of stuntness. Is there a single nutrient we can promote? The idea again, there's not a single nutrient we can promote. It's really about, as we have said, diversity. The young children need a diversity of nutrients and therefore a diversity of foods to be able to grow and develop. So I would say, well, first of all, we would need to continue breastfeeding from the age of 6 months, as breast milk still takes a big place in the nutrition from 6 months old, and then try as much as possible to have a diversified diet. So really having diverse food, as we have seen. So 5 out of the 8 food groups. In cases this is not possible, as we know challenges in emergencies are there, and it's not always easy to have dietary diversity. So this is where it makes sense to use sprinkles, so multiple micronutrient powders that will come with a mix of vitamins and minerals to fortify the foods, for example, the porridge of a child. So then we'll have a mix of nutrients. Over. No. Thank you very much, Yvette. Not Yes, at all. remembering that we have to close all the gaps that we have. We do not only have There's no one, we pause. have I'm many of still them. a panelist. So thank you very much. Well, now I cannot see here any more questions. So I think we can continue. Next slide, please. Or the other slide, sorry. Okay, Yvette, over to you. Thank you. So now we're going to, well, I'm not sure we had a look to at resources. Nothing happened. Yeah. We're providing some That's it. resources Yep. at the end of this presentation. So presentations will be shared and you'll have the resources. Next slide. Here we have, for example, resources for complementary feeding and disability, given that feeding children with disability need some adaptations. So when you will receive this presentation, you will receive the link to these resources. Next slide. So, okay, so now we're going to the next steps and closing. So please fill out a brief evaluation questionnaire. It will take 5 minutes. It will pop up when you close the webinar. Next slide. Also, if you are looking for support regarding nutrition in emergencies, for example, how to support breastfeeding in emergencies,
how to support infants who cannot be breastfed in emergencies, or also support feeding children older than 6 months in emergencies, you can request support to the Global Nutrition Cluster Technical Alliance. So here is a link that will be also provided to you. So the Global Nutrition Cluster Technical Alliance provides different types of support, such as remote or in-country technical support. For example, Donc, tout ça, ça peut être géré par les bureaux. the alliance has also Et que a ma roster collègue peut partager ça. so that they can be Donc, it une can fois be que ça provided c'est to you. rempli, vous avez accès And au you can menu que hire vous voyez à him or her gauche, directly. que je monte et que je Also, if you descends. want Et là, technical vous pouvez advice, chercher. for example, Là, a vous simple avez la question, demande such as the pour ones le you have marché. been Par exemple, vous avez asking dans in les this cas, webinar. vous avez la liste Also, de please toutes feel free les to request les support cas. on that, and also if you want peer support. So the alliance is here also Donc, to support you. Next slide. Okay, so this is all for today. So we thank you very much for being le here numéro, on complementary feeding in emergencies. j'ai Also, besoin de trouver. something regarding certificates. Oui, So people who have donc, participated avoir in the demande Appui webinars et je peux le trouver. in the last few weeks will receive as a certificate of completion. So this is something that the alliance will do directly. So we'll be in contact with you soon on that. We'll share the certificates. We will share presentations Donc, as well as the responses to the questions me asked, déconnecter. and a list of key resources regarding the 3 topics we presented today on Et infant puis je and reviens child feeding en in tant que emergencies. demandeur. So thank you again for your participation, for your interest in this Je reviens topic. sur mes cas. I hope, Okay. we hope Donc, c'est it was very 22-42. useful for you and it will J'arrive, be je useful reviens sur le in cas. your current practice. And so that's it from our side. Thank you again. And please don't hesitate, don't forget to complete the evaluation form, and also to provide comments on how we could improve future webinars. So thank you again and have a great day. Goodbye. Je vois la situation. Donc, une fois que j'ouvre ce lien,